On va proposer aux arrivants, pour les motiver, de remplir un petit sondage pour savoir quelle est votre fonction en termes de profession et aussi de quel département vous dépendez. Voilà. Pour qu'on ait un peu une idée des gens présents. Il y a pour l'instant une dizaine de participants connectés. Ça laissera le temps aux autres personnes de nous rejoindre. On va vous laisser une petite minute de réponse, un peu moins, pour pouvoir ensuite démarrer. Est-ce que du côté organisation, vous avez déjà un visu des réponses qui s'inscrivent? Oui, tout à fait, Julie. Est-ce que peut-être tu peux nous en faire un retour? Alors, pour le moment, Savoir qui sont les plus ponctuels? les personnes présentes, effectivement, sont plutôt de Loire-Atlantique et des médecins généralistes en majorité, internes et psychiatres ensuite. Ok, parfait. Je vais proposer du coup peut-être de commencer. Le sondage restera apparent sur la première slide. On va juste se présenter. Ça vous permettra de continuer à répondre pour ceux qui arrivent. Du coup, on est plusieurs intervenants aujourd'hui, hein, comme c'était indiqué sur l'information initiale. À savoir du coup que moi je suis le docteur Bélambert, je suis médecin psychiatre, je suis la coordinatrice régionale du centre ressources autisme et j'ai la chance d'animer ce webinaire avec nos correspondants de la MDA 49, que je laisse se présenter. Merci. Donc, docteur Bouve Camille, médecin à la MDA depuis 2 ans sur le secteur à la fois adulte surtout et un peu sur le secteur enfant. Donc moi, je suis Isabelle Renaudot, je suis médecin à la Maison départementale de l'autonomie du 49 depuis pas mal d'années maintenant et je suis uniquement sur le secteur enfance. Okay, alors nous, sur le CRA, on va se présenter, on fait toutes les tranches d'âge, donc comme ça, on a l'occasion de travailler avec chacune de vous. Du coup, pour respecter le timing, puisqu'on a pas mal d'informations à vous transmettre, je vais vous expliquer un petit peu le contenu aujourd'hui. Donc, on va vous faire un bref rappel du CRA et de ses différentes missions, puisque souvent, c'est assez abstrait pour les différents professionnels. Ensuite, on va faire un petit focus sur le TSA. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de troubles du spectre de l'autisme? On va ensuite avancer sur les démarches diagnostiques et les repères cliniques qui sont importants à avoir en tête pour pouvoir justement permettre à ces personnes d'avoir un diagnostic et d'avoir des droits qui soient ouverts par rapport à leurs besoins. Et ensuite, les MDA viendront aussi sur les certificats médicaux qui sont souvent la partie la plus délicate à remplir, notamment dans le champ du handicap à la fois TND, mais également troubles psychiques, puisque il y a des spécificités de remplissage qui sont importants à avoir pour l'ouverture des droits nécessaires. Alors, si on commence sur la présentation du CRA, le CRA, c'est une structure qui est régionale, qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire avec 2 locaux en dur, que ce soit pour l'Est, plutôt sur le CHU d'Angers, et sur l'Ouest, pas très loin de Nantes, puisque c'est sur Saint-Herblain. On a des locaux avec des temps de chaque professionnel et on se déplace dans tous les départements. On n'a pas des locaux en dur dans tous les départements. Chaque région a son CRA, donc on a le nôtre. Si on regarde, l'ensemble des services du CRA sont gratuits et on répond à un texte de loi sur les différentes missions qui nous sont imparties. À savoir qu'on vous a fait un résumé, hein, puisque si on va dans le détail, on a plus d'une dizaine de missions. On peut les résumer en 7 missions, avec une mission d'information qui les permet également d'accueillir les personnes, les professionnels, leurs familles, pour pouvoir justement donner une information plus claire. Notre nouveau site internet sera bientôt disponible à partir de mars. L'ancien est pas encore d'actualité, hein, mais les informations ne sont pas aussi bien optimisées que ce qu'on trouvera dans le futur site internet. On a une mission qui est la plus connue, qui est en général celle de l'appui au diagnostic dans les situations dites complexes. Je reviendrai rapidement sur la notion de complexité par la suite.
Donc, on vient essentiellement en soutien des professionnels qui sont déjà impliqués dans les démarches diagnostiques et on a mis en place des staffs diagnostiques accessibles et aux médecins généralistes et aux spécialistes pour pouvoir évoquer leurs questions diagnostiques. On a une mission de documentation qui rejoint notre mission d'information. On a 2 centres de documentation sur le centre ressources, un sur le CHU d'Angers et un sur Saint-Herblain, qui fonctionnent comme une médiathèque où on peut emprunter des documents, du matériel, des jeux pour les groupes professionnels, par exemple. Et on est rattaché à un réseau qui s'appelle le réseau Doc Autisme, qui nous permet d'avoir des liens entre l'ensemble des centres de documentation des CRA de France, et donc d'avoir un large panel de documents disponibles. On a une dernière mission sur le côté de la SLAD, qui est la mission formation, qui est une grosse mission également du CRA, avec à la fois des missions de formation ciblées dans le catalogue de formation qu'on peut retrouver sur notre site internet, mais on a aussi des formations qu'on peut décliner avec l'éducation nationale, avec justement des acteurs comme la MDPH, Cap Emploi, Pôle emploi. On a aussi des temps de sensibilisation pour les ARS, des temps de formation des futures professions éducatives et sociales avec des formations à la RIFT. Et on a des formations pour les proches aidants qui sont entièrement prises en charge par le CRA, donc gratuites, sur les troubles du spectre de l'autisme, le fonctionnement des personnes et les aménagements au quotidien. Si on va sur les autres missions qui sont plus au niveau des coulisses, on a des missions de recherche qu'on partage avec le Grand Ouest. On fait partie d'une fédération hospitalo-universitaire qui comprend Tours, notamment qui est le centre d'excellence au niveau des CRA, et la Bretagne. Et c'est vrai qu'on préfère coopérer entre CRA pour mutualiser les possibilités de recherche. On a une mission animation de réseau qui consiste en des temps de rencontre de professionnels par département, par thématique, que ce soit à partir des thèmes ou à partir de situations cliniques, auquel cas on est davantage dans des intervisions quand il s'agit de l'accompagnement. Ces temps-là sont souvent proposés en vision pour pouvoir justement être plus facile d'accès. Et enfin, on a une dernière mission qui est la mission d'expertise, à la fois puisqu'on est l'intermédiaire entre les décisions gouvernementales et la mise en application sur le terrain, notamment avec la stratégie nationale TND 2023-2027, et avant avec la stratégie autisme et TND 2022-2027. On est également sollicité pour les différents COPIL, que ce soit pour la mise en place de projets, pour les GEM, pour la mise en place d'ETP pour les personnes avec TSA, par exemple. Et enfin, on fait partie d'un listing sur la CRIP, qui est la cellule de recueil des informations préoccupantes lorsque un diagnostic de TSA chez un enfant ou chez un parent peut être à la frontière de questionnement autour de maltraitance. Si on fait un petit focus diagnostic, il faut savoir que du coup, on est censé intervenir sur la dernière ligne, les diagnostics complexes, puisque le réseau diagnostique pour les troubles du neurodéveloppement est structuré en filières graduées avec un repérage par les généralistes, les psychologues, les paramèdes, mais également les familles ou les enseignants. On a un niveau simple de diagnostic qui est porté par des médecins travaillant dans une coopération avec d'autres professionnels. Donc ça peut être à la fois en libéral ou dans les structures médico-sociales ou sanitaires. Et les diagnostics complexes sont plutôt du coup l'adage du centre ressources en ce qui concerne le trouble du spectre de l'autisme, mais on a d'autres centres experts pour les autres TMI. Donc, qui dit complexe dit besoin d'évaluation avec moyens différents, mais également quand il y a eu quand il y a des handicaps sensoriels, par exemple, associés. Vous trouverez toutes les informations et les contacts sur cette slide-là, qu'on vous transmettra avec le webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser le QR code qui va vous ramener directement sur notre site internet. Si on fait un petit focus sur le trouble du spectre de l'autisme, de quoi parle-t-on? Il faut savoir que c'est un diagnostic, en tout cas un trouble qui fait partie du champ du handicap et qui est très plébiscité dans les nouveaux projets au niveau gouvernemental. C'était d'abord la première stratégie, maintenant
On a une stratégie qui englobe l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Et donc, ce qu'on va pouvoir vous dire sur les certificats vont aussi vous permettre d'affiner les rédactions pour les autres troubles du neurodéveloppement. L'ambition associée à cette stratégie nationale TND, c'est de pouvoir justement reconnaître et diagnostiquer le plus précocement, accompagner de l'enfance à l'âge adulte, de permettre de faciliter l'autonomie et l'autodétermination des personnes, d'où l'intérêt du repérage, du diagnostic et de l'ouverture de droits à suivre. Vous verrez, on ne parle que de troubles du spectre de l'autisme, notamment lorsque je vous évoque ce webinaire. C'est parce que les anciennes classifications regroupaient d'autres appellations qui n'étaient pas forcément les mêmes d'un professionnel à un autre. Donc, il y avait des divergences parfois de diagnostic, alors que les personnes avaient un fonctionnement similaire. Donc, tous ces termes, autisme atypique, typique, autisme de haut niveau, syndrome d'Asperger et troubles envahisseurs du développement, ont disparu avec les nouvelles classifications, puisque maintenant, on utilise uniquement le terme trouble du spectre de l'autisme. Ce qui va changer entre la CIM et le DSM, c'est plutôt les codages et la façon de décrire. Pour chacune des deux classifications, notamment le DSM qui est la classification américaine, on va parler de troubles du spectre de l'autisme et on va décliner le niveau intellectuel, le niveau de langage, si on connaît ou pas une cause associée, et le niveau de sévérité. C'est la première fois qu'on peut graduer le niveau de sévérité. Et en fait, on retrouve exactement la même construction du diagnostic, donc trouble du spectre de l'autisme, et le niveau intellectuel et le niveau de langage avec la CIM 11. Sauf que comme il y a besoin d'un code pour chaque diagnostic dans la CIM 11, on a 5 diagnostics différents qui finalement vont décliner la même chose que le DSM. Donc vous voyez sur les slides qui vont défiler, finalement on revoit à chaque fois le niveau intellectuel et le niveau de langage. La stratégie parle de TND et nomme le trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, mais parle également de 10. Il faut savoir que le terme 10 n'est utilisé que en France. Donc si on les cherche dans les classifications internationales, on pourra les retrouver avec les petites astérix sur la slide qui est là. Les TND, c'est une personne sur 6, donc vous êtes forcément confronté à des personnes ayant un trouble du neurodéveloppement dans vos patientèles respectifs. Donc c'est important de pouvoir le repérer et surtout permettre des accompagnements le plus ajustés possible. Les messages clés à retenir, même si je vais vous donner un peu plus d'informations, c'est que le TSA, c'est un trouble précoce qui arrive avant l'âge de 3 ans, qu'il n'y a pas de marqueur biologique, donc c'est un diagnostic qui est clinique, que même si on parle de trouble du spectre de l'autisme, il rentre dans le champ du handicap, d'où le temps avec la MDPH aujourd'hui, et qui fait partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement. On a différentes causes qui sont connues aux troubles du neurodéveloppement et notamment au trouble du spectre de l'autisme. Je vous ai mis sur le côté les facteurs de risque, avec à la fois les facteurs environnementaux, socioculturels, sachant qu'aucune classe sociale est épargnée par un trouble du spectre de l'autisme. Différents facteurs biologiques, comme des virus qui peuvent être rencontrés pendant la grossesse, l'alimentation, l'air qu'on respire, mais on sait aussi que, par exemple, il y a des facteurs immunologiques ou métaboliques qui sont à prendre en compte, notamment l'hypertension, le surpoids pendant la grossesse, vont générer plus de facteurs inflammatoires qui peuvent avoir des rôles du coup sur le neurodéveloppement. On a également les médicaments qui peuvent être rattachés à des causes d'autisme et les facteurs physiques. On a un seul diagnostic pour des formes cliniques différentes, puisque finalement les mécanismes qu'on retrouve, quelle que soit la déclinaison du niveau intellectuel ou langagier est la même. Donc on peut avoir vraiment l'ensemble des signes déclinés dans la diapositive ci-dessous. On retrouve 3 grandes catégories symptomatiques qui ne sont pas spécifiques à l'autisme. C'est vraiment l'inscription dans le développement, dans l'histoire de la personne qui vont permettre ce diagnostic, avec un trouble de la communication sociale qui regroupe et les interactions et la communication. En général, on ne communique pas tout seul. C'est une communication sociale qui est altérée, en tout cas qui n'est pas innée. On a des intérêts restreints et des comportements stéréotypés et des particularités sensorielles. Là encore, c'est important de se dire que c'est l'ensemble de ces signes qui sont à rechercher
mais qui ne sont pas forcément suffisants pour poser un diagnostic. On a du coup cette symptomatologie, mais également de grosses difficultés dans l'adaptation au quotidien, dans l'autonomie. C'est aussi le reflet d'une façon différente de traiter l'information, de réfléchir, de gérer la sensorialité et la motricité. Donc finalement, derrière les symptômes, on a des spécificités qui sont très variées dans les troubles du spectre de l'autisme. C'est également un trouble qui est rarement isolé, puisqu'on a très fréquemment à la fois des troubles du neurodéveloppement associés, notamment le TDAH, qui est le trouble le plus associé. On a les troubles psychologiques et psychiatriques, avec des troubles anxieux et des troubles du sommeil. Et puis, on a d'autres troubles, notamment l'épilepsie ou des troubles digestifs, qui sont au niveau organique, des troubles très fréquents et à rechercher de façon assez systématique. Si on reprend la démarche diagnostique, je vous ai remis un peu les recommandations de bonne pratique, et aussi des guides qui sont faits par le Groupement national des CRA. Chez l'enfant et chez l'adulte, ça reprend les différentes démarches nécessaires. Donc, je vous invite à les retrouver sur le site du Groupement national des CRA. Et je vous ai mis un exemple de récapitulatif du parcours diagnostique dans notre région. Et si on va sur le site d'AEX, vous verrez chaque département a sa déclinaison en fonction de la première, deuxième et troisième ligne et des spécificités territoriales. Donc, je rappelle, le diagnostic de TSA est clinique. Il est posable à partir de 18 mois. Il s'appuie sur les critères du DSM-5 ou de la CIM 11. Il est nécessaire que ce soit plusieurs personnes qui aient vu l'enfant pour pouvoir retenir un diagnostic. Un professionnel qui aurait fait l'ensemble des évaluations ne correspond pas du coup à ce qu'on attend dans les recommandations. On attend qu'il y ait au moins plusieurs avis pour pouvoir poser ce diagnostic-là. Et avant 18 mois, on va parler plutôt de troubles du neurodéveloppement et on ira plus loin par la suite. Plus le repérage est précoce, plus on a un impact au niveau neurodéveloppemental, au niveau des connexions synaptiques. Donc, c'est important d'y aller tôt. Mais tout au long de la vie, un diagnostic va permettre de gagner en amélioration de qualité de vie et en diminution de l'expression symptomatique si les accompagnements sont bien pris en compte. Donc, on voit que le TMD, c'est un écart par rapport à la norme, par rapport au développement. Et c'est cet écart-là et les symptômes représentés qui vont nous permettre de savoir justement à partir de quel âge on peut poser quel diagnostic, puisque on a une part rattrapable quand on a des écarts sur certains domaines de développement, mais on sait qu'à partir d'un certain moment, le diagnostic va être nécessaire puisque l'évolution ne va pas permettre un retour entre guillemets à la norme. Donc on parle de retard de développement à 12 mois, de troubles du spectre de l'autisme à partir de 18 mois, et on peut officiellement poser le diagnostic à 2 ans. On peut parler de troubles du développement intellectuel à partir de 4 ans, de troubles du langage également et de TDAH. Et on peut confirmer un TDI à partir de 5 ans. Et on parlera à partir de 6 ans de troubles du développement des coordinations, de troubles du langage écrit et des apprentissages. Pour les outils, je vous conseille de pouvoir vous rendre sur TNDTest, qui est un outil interactif fait par le gouvernement, ou sur le site handicap.gouv, où l'ensemble des outils de repérage sont listés. Ce qui va différencier l'autisme des autres troubles du neurodéveloppement, notamment de façon précoce, c'est la réciprocité socio-émotionnelle, puisque les humains sont faits pour communiquer avec les humains au niveau instinctif, et c'est la mise en place de ces outils-là qui va permettre le plus précocement de distinguer les autres troubles du neurodéveloppement. Les signes d'alerte précoce, c'est les inquiétudes des parents. Dans l'ensemble des TND, c'est valable, mais également dans les troubles psychologiques ou somatiques. Et chez les enfants de moins de 3 mois, vous voyez, c'est surtout l'absence de babillage, l'absence de mots, l'absence d'association de mots. Donc là encore, c'est à visée communicative, c'est-à-dire qu'un enfant qui ne parlera pas, mais qui va chercher à communiquer, qui va pointer et qui va manifester un intérêt pour l'autre, sera plus rassurant qu'un enfant qui n'aura pas ces outils de communication sociale associés. Je vous ai fait un petit récap par âge pour que vous ayez aussi par la suite une traçabilité. Donc avant 3 ans, c'est surtout les parents qui s'inquiètent ou les médecins de PMI en général. C'est le décalage dans différents domaines de développement qui met la puce à l'oreille. Donc notamment tout ce qui est communication et réciprocité. À partir de l'âge primaire, en tout cas de l'âge scolaire, on va retrouver un isolement social ou une entrée en relation très différente, des intérêts particuliers, des difficultés motrices.
ou à l'inverse des pics de compétences qui vont étonner face à, par exemple, le développement d'une autonomie qui sera en général en retard. Plus le degré d'exigence sociale augmente, plus les difficultés des enfants sont visibles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un enfant n'a pas de difficulté en maternelle qu'il n'a pas de trouble du spectre de l'autisme, c'est que son niveau intellectuel et les habilités qu'il a apprises lui permettent de tenir les exigences qu'on attend d'un enfant de 3, 4 ou 5 ans. Et à partir du moment où les exigences sont plus importantes, par exemple en primaire ou au collège, ça va créer des difficultés de plus en plus importantes. Et donc, l'expression symptomatique du TND et notamment du TSA sera plus repérable. Donc, on va retrouver, plus le temps passe en primaire, un développement de difficultés plus fort dans la communication sociale et des comportements qui pouvaient paraître acceptables et plutôt banalisés en termes de répétition vont commencer à inquiéter davantage chez les enfants de primaire. Au moment du collège, on va retrouver ce décalage-là, notamment avec tout ce qui est enjeu de séduction, par exemple. Donc, on sent qu'au niveau de la communication sociale, c'est quelque chose qui va être plus difficile. Et il y a une certaine naïveté sociale qui va rendre difficile la compréhension des enjeux sociaux. Et enfin, chez l'adulte, il faut se dire qu'il n'y a pas de diagnostic. Alors, il y a des diagnostics possibles, mais il n'y a pas de trouble du spectre de l'autisme qui apparaîtrait à l'âge adulte. C'est un trouble du neurodéveloppement, donc les signes sont présents depuis la toute petite enfance, mais peuvent ne pas avoir été repérés si l'entourage et l'étayage a permis à la personne justement de développer certaines compétences d'autonomie. Rien n'est spécifié dans les éléments à l'âge adulte d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment le côté développemental qui va être important, le côté pluridisciplinarité de l'approche clinique et des aménagements qui vont permettre une diminution symptomatique, mais pas une disparition des troubles du spectre de l'autisme, puisqu'on ne guérit pas d'un trouble du spectre de l'autisme, c'est plutôt l'évolution qui peut être favorable dans certaines situations. Voilà pour la partie CA. Je vais Merci. laisser la parole à mes collègues de la MD. Eh bien, merci. Du coup, on va lancer juste notre partie. Donc, nous, on a été sollicités par nos collègues du CRA, en fait, par rapport à des questions récurrentes sur la complétude du certificat médical. Et on a pensé à une réponse en deux parties, notamment la première qui reprendrait succinctement les droits qui peuvent être notifiés avec les informations dont on a besoin en fait pour pouvoir les évaluer. Et puis une deuxième partie qui pourra reprendre ces informations et les repositionner dans le certificat médical en vous apportant quelques précisions. Voilà, donc la Maison départementale de l'autonomie accompagne les personnes en situation de handicap tout au long des démarches et procédures. Elle tente de proposer des réponses adaptées à la perte d'autonomie. Donc, il nous a semblé important de vous rappeler là la définition du handicap. Donc, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, on a souligné ce qui nous semblait intéressant, hein, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. C'est vraiment, c'est bien cela que l'on va évaluer lorsque un usager nous fait une demande, ainsi que la notion d'altération substantielle durable ou définitive, c'est-à-dire que est considérée comme étant une situation de handicap, une situation qui évolue depuis plus d'1 an. Donc, quelles informations sont utiles à l'évaluation d'une situation? Donc, on va commencer par vous présenter les droits et prestations. Donc, peuvent être proposés au sein des maisons départementales de l'autonomie ou MDPH, hein, dans d'autres départements, des compensations financières, des compensations liées au travail, des cartes, des compensations scolaires et des orientations en établissements ou services médico-sociaux.
Donc, si on commence par les compensations financières, il en existe plusieurs. Donc, on distingue le secteur enfance et le secteur adulte, hein. Juste pour précision, le secteur enfance concerne les enfants et les jeunes de 0 à 20 ans, et les adultes, c'est à partir de 20 ans. Donc, les prestations sont différentes. Donc, pour l'enfant, peut être attribuée une allocation éducation enfant handicapé, auquel peut s'ajouter un complément ou une prestation de compensation du handicap. Côté adulte, on va avoir donc l'allocation adulte handicapé et puis on peut étudier également une prestation de compensation du handicap. Donc, pour ce qui concerne l'allocation éducation enfant handicapé, l'équipe pluridisciplinaire, au moins constituée d'un médecin et d'un évaluateur, on y reviendra tout à l'heure, évalue une fourchette de taux d'incapacité au regard d'un guide barème qui est national et qu'il ne faut pas confondre avec les taux d'invalidité ou des pensions d'invalidité qui sont proposées par la sécurité sociale, hein. C'est deux choses bien différentes. Donc, taux qui est évalué en fonction du retentissement sur le quotidien de la situation de handicap. Donc, pour l'enfant, si on veut faire le lien avec ce que vous venez d'entendre par le Centre Ressources Autisme, on va pouvoir, par exemple, communicationnel, ses difficultés relationnelles, hein, dans la diade autistique qui vous a été présentée, ses comportements problèmes, ses comportements répétitifs ou intérêts restreints. On va également regarder tout ce qui est en lien avec les troubles spécifiques de l'autisme, hein, à savoir les particularités sensorielles, les troubles du sommeil, par exemple. Et on va aussi s'attacher vraiment à évaluer l'autonomie de l'enfant. Est-ce qu'il est autonome pour les actes essentiels de l'existence? Est-ce qu'il fait sa toilette seul? Est-ce qu'il s'habille seul? Est-ce qu'il passe aux toilettes seul? Ou est-ce qu'il a besoin de stimulation ou vraiment d'accompagnement au plus près? Et pour l'adulte, on va regarder les actes de la vie quotidienne, à savoir, fait-il ses courses seul, réalise-t-il les démarches administratives ou peut-il préparer ses repas seul? Sachant que, vous savez, hein, le certificat médical MDA est fait à la fois pour l'enfant et pour l'adulte. Donc, pour les enfants, parfois, il y a des cases que vous n'aurez pas à cocher qui ne correspondent pas à l'âge. Donc, les fourchettes qui sont évaluées sont de 3 ordres. Il y a une fourchette inférieure à 50%, où là, on peut reconnaître une situation de handicap. Cependant, ça n'ouvrira pas droit à cette allocation éducation enfant handicapé. La fourchette 50-79% permettra l'ouverture de droit à cette AEH, mais sous réserve de certaines conditions qui sont des soins réguliers ou bien des compensations scolaires. Et enfin, la fourchette supérieure à 80% qui va permettre l'ouverture de droit à l'allocation, et ce, sans aucune condition. Donc, juste pour préciser, côté adulte, donc l'évaluation, elle va se faire aussi hein, sur les retentissements de la pathologie dans le quotidien de la personne, avec sensiblement les mêmes critères, et notamment les AE, les AVQ, et puis toute la clinique que vous a présentée le CRA tout à l'heure sur la communication, les interactions, les intérêts restreints, voilà, les troubles un peu spécifiques du TSA. Faut savoir que l'allocation adulte handicapé peut être versée à titre systématique du coup pour les patients qui ont un taux supérieur à 80% et sous condition de capacité de travail entre 50 et 79. Voilà, il faut savoir qu'elle représente à peu près aujourd'hui 971 € par mois. Oui, et l'AEEH représente aux alentours de 142 € versés mensuellement par la CAF. Donc, à cette allocation peut être ajouté un complément qui avait à être versé, par exemple, pour aider à financer l'embauche d'une tierce personne, pour faire garder un enfant, par exemple, si un des deux parents a réduit son temps de travail, pour des frais liés aux soins, par exemple de la psychomotricité qui n'est pas remboursée, ou des frais de matériel adaptés. Donc, il faut savoir il s'agit là de compensation financière ou tout au moins de participation financière. On ne vient jamais rembourser en totalité les frais liés à la situation de handicap. Si ce complément n'est pas versé, on peut attribuer une prestation de compensation. En fait, il y aura une option de choix entre le complément et la prestation de compensation, et la famille choisira ce qui est le plus intéressant.
Donc, la prestation de compensation, elle est versée sous critères grâce à des critères d'éligibilité qui sont au nombre de 20, qui diffèrent un peu de l'évaluation qui est faite pour le complément, et là, on va s'attacher à regarder à nouveau les actes essentiels de l'existence, hein, faire sa toilette, s'habiller, et toujours sur stimulation ou pas, et sont rajoutés depuis environ 1 an, grâce à une évolution législative, 3 nouveaux critères que sont la réalisation de tâches multiples, la maîtrise du comportement, hein, par exemple, pour les autistes, on va regarder la relation à leur père, s'ils ont des comportements adaptés, la gestion de l'imprévu, du changement, et enfin les déplacements, hein. Ces 3 critères sont pris en compte. Ça permet de mieux prendre en considération les troubles que présentent les jeunes présentant des troubles du neurodéveloppement. Concernant l'adulte, la prestation de compensation du handicap sera évaluée sur les mêmes critères, à savoir que par contre l'évaluation se fait en fonction de la comparaison à une personne du même âge. Donc après les compensations financières, on va parler des compensations dans le champ du travail. Le premier droit qu'on peut évaluer, c'est la reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé, donc qui permettrait à votre patient d'avoir des aménagements en termes organisationnels ou matériels. Pour ça, les informations dont on va avoir besoin pour pouvoir évaluer la situation, c'est les difficultés qui ont pu être repérées au travail. S'il y a eu des aménagements informels de par l'employeur, s'il y a des aménagements qui sont préconisés par le médecin du travail. Et puis, ce qui va être intéressant pour nous aussi de connaître, c'est tout le parcours avec ses expériences de travail, le type de contrat, si ce sont des contrats courts, s'il y a eu des arrêts de travail, s'ils sont nombreux, si ils sont longs. Ça nous permet de nous faire une idée en fait sur sa capacité à se maintenir dans l'emploi. L'autre droit qui peut être évalué, c'est l'orientation professionnelle, donc qui se fait la plupart du temps sur le marché du travail. Dans le marché du travail sont inclus les entreprises adaptées et le dispositif emploi accompagné. Alors rapidement, un petit mot quand même sur le dispositif emploi accompagné qui a quand même été créé pour les patients avec des problématiques d'ordre psychique plutôt. Il peut être étudié si et seulement si en fait le parcours accompagné par Pôle emploi et Cap emploi n'a pas permis à votre patient de faire aboutir son projet professionnel. Et alors, on pourra lui proposer un job coach en fait, qui va venir le soutenir dans les démarches et dans l'emploi auprès de ses collègues et de son employeur. Et puis, l'autre versant, c'est le milieu protégé, hein, avec les AT, les établissements de services d'aide par le travail, avec des passerelles entre les deux qui existent. Il faut savoir que l'ORP, c'est souvent un travail partenarial en fait, avec les acteurs du travail et puis votre patient. Donc ensuite, on va parler des cartes mobilité inclusion. La première, c'est la carte de priorité ou carte de coupe-fil. L'information dont on aura besoin, c'est la capacité de votre patient à rester debout. Pour ce qui est de la deuxième, la carte de stationnement, on va surtout regarder la capacité de marche, les difficultés dans les déplacements et puis la nécessité d'un accompagnement, notamment du fait d'un besoin de surveillance. Et puis la troisième carte qui existe, c'est la carte d'invalidité qui est attribuée de façon systématique pour un patient dont le taux sera reconnu supérieur à 80% et qui là fait référence à des limitations importantes dans l'autonomie. Donc, concernant les compensations scolaires et les orientations en établissements ou services médico-sociaux. Donc, pour les enfants, les compensations scolaires sont nombreuses. Nous pouvons proposer du matériel pédagogique adapté, qui est représenté souvent par un matériel informatique. Pour les jeunes autistes, hein, très souvent, ils présentent des troubles praxis qui va être à l'origine de dysgraphie. Et c'est vrai que le matériel informatique est souvent une bonne compensation. Il peut également être notifié une aide humaine aux élèves handicapés, hein, AHEH, que vous connaissez peut-être mieux sous le terme d'AVS, qui va aider à l'inclusion scolaire. On peut également proposer des orientations dans des classes spécialisées pour les autistes qu'on appelle unités d'enseignement maternel ou élémentaire pour autistes, UEMA ou UEEA, qui sont des classes vraiment au sein d'écoles ordinaires avec une équipe médico-sociale. On propose également des orientations en ULIS, unités localisées pour inclusion scolaire, dont certaines sont spécialisées pour les autistes.
des orientations vers les SECPA, sections d'enseignement général et professionnel adaptées. On va également donner des avis pour les aménagements d'examen. Les jeunes autistes, souvent, ont besoin de temps supplémentaire, de secrétaire parfois, ou même de salle isolée pour les rassurer. Et on donne également un avis pour le département pour les transports. Ça concerne en général les jeunes qui sont orientés vers les ULIS. Donc, si vous avez des informations concernant les répercussions de la pathologie dans le milieu scolaire, n'hésitez pas à nous les transmettre. Donc, concernant les orientations vers les services ou établissements, donc il existe des services d'éducation spéciale et de soins à domicile, ou CESAD, qui peuvent être proposés lorsque les soins nécessaires pour un jeune sont importants. Hein. Par exemple, un jeune qui bénéficierait d'un suivi en ergothérapie, en psychomotricité, avec un psychologue et éventuellement un éducateur. Tous ces soins pourraient être regroupés au sein d'un même service et seraient également coordonnés. Ça viendra également soulager la famille. Pour les plus âgés, il existe également des CESAD Pro qui vont venir travailler le projet professionnel. Donc, c'est souvent proposé à partir de 16 ans. Les orientations en établissement, donc on nomme ici l'IME, Institut médico-éducatif, où vont être orientés les jeunes autistes avec une déficience intellectuelle. Donc, à l'adulte, vous allez avoir aussi des orientations vers des services, donc notamment le SAVS, le service d'accompagnement à la vie sociale, ou le SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour personnes handicapées. Globalement, ce sont des équipes pluridisciplinaires en fait, qui vont venir soutenir les patients dans leur autonomisation au quotidien et notamment sur le volet social. Pour ce qui est du SAMSA, on aura en plus une partie médicale et coordination de soins. Et puis l'orientation vers les établissements, là je vous ai mis 2 à titre indicatif, hein, le foyer d'hébergement FH ou le foyer de vie FV. En tout cas pour ces orientation en service ou en établissement, les informations dont on va avoir besoin, c'est vraiment les répercussions de la pathologie au quotidien de votre patient, de savoir comment il se débrouille tout seul et notamment d'un point de vue social, de connaître aussi s'il y a des soins, s'ils sont nombreux, s'il y a des besoins de coordination. Ce qui va nous intéresser également, c'est la capacité de travail de votre patient. Pour une orientation en établissement, par exemple, en foyer d'hébergement, il faut que la personne ait encore une capacité de travail, alors qu'en foyer de vie, ça va être plutôt des activités occupationnelles qu'on proposera. Donc, la capacité de travail est une information importante pour nous. De même, on aura besoin de savoir s'il est capable de vivre seul. Est-ce que ce sera plutôt un logement autonome soutenu par un service ou au contraire, il faut envisager une collectivité. Il faut qu'on connaisse également si la personne est capable de vivre en collectivité, pour le coup, si on envoie par exemple si on oriente vers un foyer d'hébergement ou de vie. Voilà, et puis ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est quand même le projet de vie de votre patient et de ce qu'il a envie. Voilà, donc un petit focus sur le parcours du dossier pour vous dire que voilà, n'ayez crainte, il est probable que vous n'ayez pas toutes ces informations et probablement vous ne les aurez pas. Il faut savoir que une situation est évaluée par une équipe pluridisciplinaire qui est au minimum composée d'un évaluateur, coordonnateur et d'un médecin, auquel peuvent se greffer différents professionnels, notamment les psychologues éducation nationale, les enseignants référents ou les assistants sociaux pour la partie enfance. On peut également avoir des spécialistes, les pédopsychiatres, des psychiatres ou tous les acteurs du champ de travail, notamment Pôle emploi, Cap emploi, le service de maintien dans l'emploi ou la mission locale, qui vont pouvoir nous donner des informations sur le parcours de votre patient et qui vont nous aider à comprendre globalement la situation et pouvoir lui faire des propositions. Donc, une fois que la situation a été évaluée, eh bien, elle est présentée en commission et la commission valide sa décision à la personne. Et puis, sachez que votre patient peut être en désaccord avec la réponse de la CDAPH et à ce moment-là, vous sollicitez pour soutenir sa demande. Donc, on en a terminé pour la première partie. Sur cette deuxième partie, on voulait reprendre toutes les informations qu'on a pu prendre et essayer de vous les remettre progressivement dans le certificat médical en vous apportant quelques précisions, en vous rappelant voilà, que le certificat est le même pour l'enfant et pour l'adulte et qu'il y a probablement des items pour les enfants que vous ne pourrez pas remplir, enfin, qui ne sont pas adaptés ou pas évaluables. Sachez aussi que l'évaluation se fait par comparaison à une personne du même âge hors situation de handicap. Donc, ce certificat médical, je pense que tout le monde le connaît. Donc, la première partie que vous pouvez compléter, donc nous, on considère que c'est un certificat médical inchangé, donc vous pouvez le compléter
Seulement et seulement si l'état de santé de votre patient n'a pas changé, les retentissements fonctionnels de sa pathologie n'ont pas évolué et la prise en charge thérapeutique n'a pas changé également. Si c'est le cas, vous pouvez faire ce certificat médical inchangé. Pensez bien à renoter votre nom, à dater et signer. La partie du bas sera complétée, elle, par votre patient avec ses coordonnées et elle exprimera dans cet encart sa demande. Donc, c'est vrai que c'est important parce que je sais que parfois certains de vos patients déposent les certificats auprès du secrétariat et vous les remplissez seuls. Donc, c'est vrai que il est préférable que vous sachiez quelle est la demande. Sachez également que si vous remplissez pour la première fois ce certificat médical pour un de vos patients, vous pouvez majorer les frais de votre consultation qui pourra s'élever à 60 €, je crois. Juste une petite précision sur les droits. Le patient peut effectivement vous faire une demande pour un droit en particulier, mais sachez que le certificat médical est valable 1 an et que de fait, si il a une nouvelle demande pour un nouveau droit dans l'intervalle, il peut tout à fait nous faire la demande sans vous redemander un certificat et nous, on évaluera avec les données qu'on a dans le certificat médical. Donc, par exemple, s'il fait une demande de carte de stationnement pour vous et que derrière, il vient nous chercher une allocation enfant handicapé, par exemple, bah, ce sera plus compliqué pour nous de répondre avec seulement les éléments de la carte de stationnement. Donc, voilà, si dans la mesure du possible, si vous pouvez nous renseigner le certificat avec les informations que vous avez, c'est mieux pour nous. D'autant plus qu'on essaie de faire des évaluations transversales et de proposer les droits desquels relève le patient, en fait, hein, et pas forcément que ceux qu'il a demandé. Vous pouvez également ajouter tout élément, tout compte rendu de consultation qui vous paraît apporter des éléments complémentaires, hein. Pour les enfants, ça peut être un compte rendu du CAMS, un compte rendu d'un neuropédiatre qui va venir ajouter des éléments pour l'évaluation de la situation. Sujet. Donc, avec page 2, vous avez la pathologie hein, qui va motiver la demande. Alors, le diagnostic, si vous l'avez, n'hésitez pas à nous le mettre. Après, comme on vous l'a déjà dit, ce qui est vraiment important pour nous, ce sont les retentissements au quotidien et c'est ce qui va nous permettre d'évaluer en fait les besoins de la personne et d'attribuer les droits en fonction. Donc ça, vous l'avez tout en haut. Ensuite, je vous avais mis ici la partie pour les retards dans les acquisitions principales que vous pouvez préciser ici dans le cas d'un enfant. Et sur la partie 3, donc on a la description clinique où vous pouvez remettre tous les symptômes dont on a pu parler tout à l'heure avec la communication, si elle est fonctionnelle ou pas, le trouble des interactions sociales, les comportements répétitifs et intérêts restreints, l'hypersensorialité par exemple. Sur la partie de droite, vous avez un tableau avec 3 colonnes qui vous permettent de nous orienter un petit peu sur l'intensité des symptômes dans ce genre de symptômes, on comprendra probablement que si vous cochez permanence, ce sont des symptômes qui sont impactants et très invalidants au quotidien, alors que si vous cochez ponctuel, peut-être qu'on verra que la gêne est moindre. Donc ensuite, les comptes rendus, on en a parlé. Déficience sensorielle, c'est vrai que pour les autistes, on aime bien, par exemple, savoir qu'il y a eu un dépistage sur le plan auditif. Les prises en charge et traitements, donc par exemple, préciser que le jeune prend de la mélatonine parce qu'il a des troubles du sommeil, ça peut être important. Traitement neuroleptique pour apaiser ses angoisses avec les effets secondaires que cela peut engendrer. Si vous avez notion également d'hospitalisation, par exemple en psychiatrie ou pédopsychiatrie, c'est toujours intéressant. Les prises en charge, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, toutes les prises en charge dont peut bénéficier un jeune, si elles sont importantes, c'est vrai que ça va vraiment venir impacter son quotidien et impacter la famille. Vous pouvez préciser aussi les autres soins qui peuvent être de l'équithérapie, des groupes d'habileté sociale. Le projet thérapeutique, bon, s'il y a un projet d'évolution, vous pouvez le préciser. Donc ensuite, sur la page 5, on en vient au retentissement fonctionnel et relationnel. Donc sur la première partie, vous avez tout ce qui est trait au déplacement et notamment le besoin d'accompagnement qui peut être le cas dans les TSA en cas de comportement inadapté ou de mise en danger. Alors, juste avant de poursuivre sur les différentes grilles d'autonomie qui vous sont proposées ensuite, je voulais m'arrêter sur la définition des lettres qu'on vous propose pour vous aider le A, B, C et D, et notamment sur la lettre B et la lettre C.
La lettre B, on parle bien d'une activité pour laquelle votre patient va avoir des difficultés à la réaliser en entier, mais va se débrouiller tout seul. Il n'y aura pas besoin d'aide humaine, et ce, avec un résultat correct à la fin. Il arrivera à faire cette activité, même s'il est plus lent, même s'il a des douleurs ou si c'est plus compliqué pour lui, mais en tout cas, il y arrivera et sans aide humaine. Alors que le C, on parle d'aide humaine. Il y aura une aide humaine, qu'elle soit directe ou indirecte avec une stimulation, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas réaliser la tâche tout seul, il lui faudra quelqu'un pour l'aider ou quelqu'un pour le stimuler, lui dire d'aller s'habiller, lui dire d'aller se laver, parce que sinon il ne le ferait pas. Donc ça, c'est vraiment important pour la suite de la grille, pour vous aider à vous guider dans le remplissage. C'est vraiment très important pour nous dans l'évaluation. Donc ensuite, il y a toute la partie sur les mobilités où vous pourrez retranscrire les difficultés pratiques éventuelles de vos patients avec TSA qui sont fréquentes. Puis l'item de la communication qui va être important chez le TSA avec une petite partie précision, notamment sur les écolalies, le jargon. Voilà, amener les précisions que vous avez. Donc, on en a parlé également tout à l'heure, l'orientation dans le temps, mais aussi l'orientation dans l'espace, la gestion de la sécurité, la maîtrise du comportement. Sur le plan cognitif, si vous savez qu'un bilan psychométrique a été réalisé, vous pouvez tout à fait le transmettre, mais souvent ce sont des éléments que l'on a par des psychologues scolaires ou autres. Est-ce que le jeune est en capacité de réaliser des tâches complexes? Est-ce qu'il est en capacité à faire des trajets seul ou il a besoin d'un repérage en amont ou ce sont que des trajets bien déterminés? Et donc l'utilisation des transports en commun. Conduite émotionnelle et comportementale, les mises en danger, la gestion du stress, des imprévus, les comportements inadaptés ou la relation à l'autre qui est inadaptée. L'autonomie pour les actes essentiels de l'existence, ça c'est pareil, c'est très important, avec donc à nouveau cette notion de stimulation ou pas. Est-ce qu'on coche en A, en B ou en C? C'est vraiment quelque chose d'important. Ce sera vraiment des critères que l'on va regarder pour l'éligibilité à la prestation de compensation dont on vous a parlé tout à l'heure, l'évaluation d'un complément également. Donc ensuite, sur la partie 7, vous avez les actes de la vie quotidienne qui seront remplis pour les adultes en tout cas, dans lesquels on retrouve le suivi et la prise des traitements, tout ce qui a trait aux courses, repas, ménage, donc le quotidien en fait de votre patient, et puis les démarches administratives qui peuvent être source d'angoisse chez les patients à troubles du spectre autistique. Ici, je vous invite à mettre des précisions, par exemple, ce dont on parlait tout à l'heure, la capacité à vivre seul en logement autonome, si vous en avez connaissance, ou la collectivité, est-ce que c'est possible ou pas pour le patient. Donc ensuite, il y a une partie sur le retentissement sur la vie sociale et familiale qui vous permettra d'indiquer s'il y a un aidant et quels sont ces types de missions auprès de votre patient. Si vous avez connaissance de l'embauche d'une tierce personne ou de la réduction de travail des parents, par exemple, pour le soutien de l'enfant dans ses soins, eh bien, n'hésitez pas à le rajouter à cet endroit-là. Et puis la partie sur les éléments scolaires, voilà. Si vous avez ces informations, encore une fois, on peut les avoir par ailleurs, mais si vous en avez notion, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et puis l'orientation en établissement éventuellement. Et puis la dernière partie concerne le retentissement sur l'emploi, avec ce dont on parlait tout à l'heure. Quand le patient est en emploi, s'il y a des aménagements qui sont mis en place ou qui devraient l'être, s'il y a des arrêts de travail répétés, si vous avez repéré des difficultés dans le monde du travail, n'hésitez pas à nous mettre. Et également, s'il est en recherche d'emploi, là, ça peut être peut-être plus compliqué pour lui de faire les démarches, de gérer le stress lié à un entretien professionnel, par exemple. Enfin, voilà, toutes les informations que vous possédez sont bonnes à prendre. Bienvenue. La dernière page de ce certificat, donc c'est une page un petit peu libre, c'est-à-dire que vous pouvez noter ce que vous n'avez pas pu dire auparavant, puisque c'est pas mal de cases à cocher. Vous pouvez également donner votre avis sur la demande, on la prend tout à fait en considération. Et puis enfin, à nouveau, n'oubliez pas de signer et surtout dater. C'est souvent la date qui nous manque. Donc, ce certificat médical n'arrive jamais seul. Il est associé à un dossier administratif qui va être rempli par votre patient, dans lequel se trouve également une petite page vierge où il peut noter, alors ce n'est pas forcément bien nommé, mais son projet de vie ou en tous les cas les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose dont on va tenir compte. C'est vraiment une évaluation globale de la situation que l'on fait, c'est-à-dire qu'on tient compte des éléments du certificat médical, mais également des éléments qui sont nommés par l'usager.
Là, c'est la partie sur le champ de travail, hein, donc avec toute l'expérience professionnelle, votre patient est invité à nous joindre à un curriculum vitae en fait, Oui. avec son dossier et puis remplir cette partie concernant son travail, les arrêts éventuels. Voilà. Sachant que pour cette partie-là, ça peut être compliqué parfois pour eux à remplir. Donc, vous pouvez tout à fait les orienter vers des assistantes sociales, que ce soit en MDS ou auprès des maisons départementales de l'autonomie ou MDPH de votre département. Il y a aussi le CRA qui a son service social qui peut accompagner les patients dans la rédaction de ce dossier. Et puis, le CRA vous en parlera peut-être après, a fait également une plaquette sur le remplissage de ce dossier. Voilà. Oui, alors l'équipe évalue les besoins et tente de répondre par toutes les compensations adaptées. Donc, c'est-à-dire que si par exemple un usager demande uniquement une carte ou une orientation et que l'équipe finalement se dit qu'elle pourrait tout à fait relever de l'AH ou d'une prestation de compensation, ça va lui être proposé, hein, bien évidemment, et cela sera fait sous forme d'un plan personnalisé de compensation. D'où l'importance du dossier et de mettre toutes les informations que Voilà. vous avez, parce que c'est vraiment une évaluation transversale, globale qu'on essaye de faire et de proposer les droits en fonction des besoins de vos patients. Donc, les évolutions là à venir, un dernier petit mot pour vous dire qu'il y a une fiche médicale à destinée des psychiatres qui est expérimentale encore dans quelques départements pour préciser les difficultés des patients avec troubles de l'autisme, qui devait sortir à l'horizon 2024. Pour l'instant, c'est toujours en cours. Et puis, il y a une fiche également pour les aidants qui se veut aider à recenser les retentissements en fait, de leurs proches, les difficultés pour leurs proches. Voilà, et puis un petit peu de bibliographie qu'on vous avait mis ensuite pour pouvoir approfondir ce dont on vient de parler. J'en ai profité, j'ai rajouté dans le chat le guide qui a été fait par le Groupement national des CRA à destination des familles. Si jamais il y a besoin aussi, ça peut être disponible dans les salles d'attente. Voilà. Bravo pour le timing. Et à pouvoir nous laisser le temps de répondre à certaines questions. Dans le chat, on en a eu plusieurs pendant votre présentation. Peut-être vous faire un retour, parce que vous n'avez pas lu le chat au fur et à mesure, mais on va le faire avec le docteur Porton et puis Madame Latapi. Une des premières questions était autour du transport entre les financements sécurité sociale et les financements MDPH. Oui, alors oui, effectivement, c'est bien à distinguer. Ça, c'est une vraie question, la question des transports. Nous, on ne finance pas, enfin, on distingue bien, en effet, ce qui peut relever de la sécurité sociale et ce qui peut relever de la MDPH. Les transports qui peuvent relever de la sécurité sociale, on les laisse à la sécurité sociale. C'est-à-dire que le transport vers le soin n'est pas financé par les MDPH. Par exemple, un jeune qui va chez l'orthophoniste 2 fois par semaine, eh bien, peut-être que alors s'il est en ALD, c'est peut-être un peu plus facile. S'il ne l'est pas, je ne sais pas, mais peut-être tenter de faire une demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale pour voir si la sécurité sociale accepte le financement de ces transports. Nous, on va vraiment financer parfois des transports vers des établissements, par exemple, je pense pour de l'accueil temporaire. Bon, le département va mettre à disposition des taxis pour aller vers les écoles, les ULIS, on en a parlé tout à l'heure, mais vraiment les transports vers le soin, non, nous ne prenons pas en charge. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que c'est possible peut-être d'arrêter le partage d'écran, comme ça on pourra voir en plus grand. Sur les autres questions, excusez-moi, je regarde au fur et à mesure ce que vous avez noté. Il y avait la question sur des financements particuliers pour les casques anti-bruit, pour... Psychomote, neuropsycho. Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation, elle détermine vraiment un taux d'incapacité préalable et que la prise en charge des différents soins ou des différents matériels va se faire une fois le taux d'incapacité
déterminé. À moins de 50%, un taux inférieur à 50 n'ouvrira pas droit à une allocation ni à l'enfance ni à l'adulte. Il faut pour ça qu'on passe au-delà avec un taux à 50-79. Et c'est qu'une fois que l'allocation est évaluée qu'on peut ensuite éventuellement rajouter un complément à l'enfance. Et puis, bon, la prestation de compensation du handicap, c'est encore autre chose, mais globalement, c'est plutôt pour des gens qui ont une autonomie très altérée. Voilà. Mais néanmoins, c'est tout à fait possible. Enfin, psychomotricité, neuropsycho, Tout à fait. le casque anti-bruit, les couvertures lestées, oui, bien sûr, parce qu'on sait que c'est reconnu, que ça apporte un bienfait, enfin, que c'est nécessaire également. Par contre, il y a des soins qu'on ne prendra pas en charge. Par exemple, l'ostéopathie, on ne la prend pas. La kinésiologie, enfin, des choses qu'on considère être un petit peu du choix parental. Enfin, là, je parle plus des jeunes enfants, enfin, ou des enfants. Mais tous les soins ou les prises en charge qui sont recommandés par la haute autorité de santé peuvent tout à fait être prises en charge par les MDPH, tout en précisant à nouveau qu'il s'agit là vraiment d'une participation financière. Ça ne vient jamais complètement rembourser les frais engagés par les familles. Il y a également tout ce qui est bilan ergo quand on a des troubles graves Oui, tout moteurs à fait. associés, des choses comme ça, par exemple. Oui, complètement, l'ergothérapie également. L'équithérapie aussi, Mm. l'équithérapie, musicothérapie. C'est vrai que les choses évoluent hein, au fur et à mesure. C'est vrai que je me souviens au tout début, il y a quelques années, on ne prenait pas l'équithérapie, on avait le sentiment que ce n'était pas forcément reconnu, etc. Et puis maintenant, on le prend Les parce groupes que d'habileté sociale groupe aussi. d'habileté sociale également. Ouais. Oui, oui, on a une liste hein, de ce que l'on prend. L'intégration sensorielle. Alors, tout dépend par qui elle est faite, parce que les bilans sensoriels peuvent être faits par des ergots, parfois des psychomotes. Donc, après, tout dépend du professionnel. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est que ce soit des professionnels qui soient formés quand même. On regarde ça. Donc, tout dépend qui propose l'intégration sensorielle, je ne sais pas. Ça peut être pris en charge, mais encore faut-il que ce soit un professionnel qui le fasse. Euh, oui, voilà, c'est ça, avec les bilans, un bilan réalisé en bonne et due forme, des objectifs de prise en charge. Sur les questions du chat, sur les certificats, j'ai précisé dans le chat que tout ce qui est TND est congénital. Souvent, les internes qui viennent nous demandent comment remplir les cases là, sur début des troubles. Oui. C'est des questions qui peuvent régulièrement revenir. Il y a aussi la question de la communication, mais de l'usage, enfin, de l'utilisation des téléphones, des moyens de communication. C'est vrai que dans les troubles du spectre de l'autisme, c'est une case qui est, enfin, moi, je trouve intéressante à rappeler, parce qu'on peut très bien parler dans des grosses difficultés à savoir décrocher un téléphone. Dans les petites cases que vous n'avez pas forcément évoquées. Il y a eu la question aussi de justement les prises en charge en CMP, CMPP, CAMS, qui sont sur je ne sais plus quelle page là, du certificat. Je pense que c'est aussi important que les soins en libéral ou les accompagnements en libéral. Ce qui est important, c'est peut-être de noter la fréquence et la régularité des accompagnements, puisque c'est ça aussi qui a un incident sur la qualité de vie. Plus on a, des fois, plus c'est positif, hein, mais en termes d'aménagement, d'organisation du quotidien, c'est des choses qui sont vraiment à prendre en compte. Hein. Aller une fois en CMP tous les mois ou aller 3 fois par semaine à des accompagnements spécifiques. En Bien effet, sûr. ça génère pas les mêmes complexités d'organisation. Les prises en charge en général, hein, de toute façon, dès lors que vous en avez notion, enfin, dès lors que vous en êtes informé, n'hésitez pas à les mettre. Enfin, Oui, tout à fait. c'est important à intégrer dans l'évaluation globale. J'en profite pour dire que pour les adultes, il y a des groupes d'éducation thérapeutique hein, qui existent sur Nantes et sur Angers et qui vont par la suite se dupliquer sur d'autres départements et d'autres CH. Donc les centres de réhabilitation psychosociale aussi sont un interlocuteur régulièrement sollicité, même s'ils ne sont pas dans la liste des certificats. Je regarde si j'ai d'autres questions. D'autres questions qui arrêtent.
J'en profite aussi, là, vous avez bien évoqué les SAVS et les SAMSA. Je trouve que c'est important pour le public avec un trouble du spectre de l'autisme, même quand on n'a pas de trouble du développement intellectuel, puisque finalement, le retentissement sur l'autonomie au quotidien est parfois nettement plus important que ce qu'on peut avoir dans nos représentations, puisqu'il y a un gros décalage entre les compétences théoriques des personnes avec TSA et leur mise en application. Et c'est vrai que souvent, pour permettre à un projet professionnel de tenir dans le temps, si on s'intéresse pas à l'autonomie pour les courses, pour l'alimentation, pour l'hygiène de vie, les démarches administratives, et ben finalement, ça met autant en péril le projet professionnel que si on met du soutien sur la partie professionnelle. Qu'est-ce que vous en Le pensez? certificat médical, pour répondre à la question, il est valable 1 an. Oui, et pour rebondir sur ce que vous dites, vous avez raison. C'est vrai que vous avez parlé du moment de l'adolescence où des jeunes peuvent être relativement assez adaptés, en tout cas passer à inaperçu, ne pas avoir besoin de compensation au niveau du collège. Voilà, ils ont une certaine autonomie et puis ils passent au lycée, par exemple, et là, ils ont vraiment besoin d'être encore plus autonomes, voire ils vont à l'internat et là, tout bascule parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout autonomes, ils sont tout à fait incapables de se débrouiller seuls, de gérer leurs valises, la toilette, etc. Et ça peut, on peut là être face à des situations un peu difficiles où vraiment on met en avant euh, vraiment la situation de handicap hein, qui jusqu'à maintenant était passée un peu inaperçue. Et puis c'est pareil dans le projet professionnel. Enfin, on voit aussi les personnes qui ont du mal à se maintenir, qui ont des contrats courts, qui sont souvent en arrêt de travail. Et voilà, ça c'est important pour nous de connaître et de voir un peu la capacité de maintien dans l'emploi en fait. Hein. Pourquoi la partie scientifique Alors, peut être parfois barrée. Ça veut dire que votre patient apporte un certificat, je ne comprends pas. Des fois, quand on a besoin d'éléments complémentaires, on part, tu sais. Ah oui, c'est parce qu'on demande un CM actualisé. Peut-être qu'il y a des éléments qui nous ont fait dire que la situation n'avait peut-être pas évolué par rapport à la précédente évaluation et que de fait, on vous demande de le remplir à nouveau en nous indiquant ce qui s'est passé depuis le dernier certificat. Ça peut arriver. J'avais une petite question. Des voies d'accès plus rapides, on parlait là des structures de scolarisation, mais donc très précoces. Souvent, les MDPH, les MDA, vous avez des réponses temporelles un peu différentes chez les moins de 2 ans. On sait hein, que pour l'entrée dans les stades très précoces, l'âge la fourchette d'âge est très réduite. Donc, généralement, il y a des liens plus rapprochés possibles avec la MDPH dans les situations des tout petits. Oui, il est même convenu qu'un CESAD précoce peut intervenir sans notification. Il peut commencer à intervenir alors que le dossier MDA est en cours, en fait. Il faut quand même qu'il soit en cours, que la famille soit OK sur le principe. Et donc, la prise en charge peut débuter et la notification, tant pis, elle viendra un petit peu après. Mais ça, ce sont des accords, hein, il y a aucun souci. Et en effet, les CESAD précoces, on essaie de les voir assez rapidement parce que le temps est compté, évidemment. Et on peut faire le lien justement avec les délais de réponse au dossier MDPH. C'est vrai que c'est assez variable. Nous, à l'enfance, je dirais qu'on est au moins à 4 mois de délai, hein, quelle que soit la demande, mais ça peut être plus, par exemple pour des compensations scolaires. Hein. Actuellement, pour les AVS, je crois que dernièrement, on nous a dit qu'on traitait les demandes qui étaient arrivées qui étaient arrivées au mois de juillet ou août. Vous voyez, on est en février. Donc les délais peuvent être parfois un peu longs. Oui, Oui, l'adulte, 4 à je 6 pense mois. qu'on Ouais. est entre 3 et 4 mois pour les droits aussi. Là encore, il y a des chiffres qui peuvent varier selon les départements, donc c'est toujours aussi. Il y a le cabinet qui aimerait parler. Est-ce que vous êtes OK de recevoir leurs questions directes? On peut ouvrir leur micro. Allons-y. Alors, c'est pas moi qui suis à la manœuvre, hein, donc Ah oui. quand on vous ouvre le micro, il ne faut pas fermer les micros derrière, parce que souvent on a ce problème-là, on va automatiquement l'ouvrir. Il n'y a rien à faire pour cabinet quand on sera local. Est-ce que tu t'en sors, Julia? Oui, je pense que le cabinet a le micro fermé.
Là, il Je vais peut l'ouvrir. techniquement parler normalement. Parfait. Voilà. On vous écoute. Votre micro est ouvert, normalement. Bon. Petit problème technique, la question n'arrive pas. Est-ce que vous avez fait les essais micro cabinet? C'est pas très personnalisé, hein, je suis désolée. Oui. J'en profite, il y a d'autres dispositifs scolaires qui existent pour les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme qui ne sont pas forcément cités, qui requièrent quand même une notification MDPH. Je pense au dispositif d'autorégulation, par exemple. On est d'accord qu'il faut passer par une notification Non, MDPH. il n'y a pas de notification MDR, Notification Légar. MDPH. Non, non, pas de notification. Tous ces nouveaux dispositifs, Ok. pour la plupart, n'ont pas besoin de notification. Voilà. Donc, c'est pour les UEA, Oui, les unités d'enseignement au niveau maternel, au niveau élémentaire et pour les ULIS. c'est ça. Ok. Ouais. Ah oui. Bon, on voit qu'il n'y a plus de questions apparaissant pour cabinet. On a un petit peu dépassé le timing. Est-ce que dans le chat ou dans les personnes, vous avez d'autres questions à poser? Auquel cas, si on ne voit pas de réponse, de questions pardon, apparaître, on lancera le sondage de fin. Parfait. Je vous propose du coup de lancer le sondage de fin pour libérer chacun. La question étant du coup là dans une perspective d'un prochain webinaire, est-ce que il y a des informations ou des sujets que vous aimeriez qu'on puisse aborder, sachant qu'on retransmet par la suite nos webinaires pour ceux qui ne peuvent pas y participer. Julia, je te laisse commenter puisqu'on ne voit pas les réponses de notre côté panéliste. Oui, je ne savais pas que vous n'aviez pas accès aux réponses. Eh ben, il y a pas de proposition pour le moment. Ce que je vous propose, c'est de garder la question et si vous avez des Ok. propositions, de mettre En dans tout cas, le n'hésitez pas chat à écrire et ou de... d'écrire par la suite à contact@cra-pays-d'Aloire.fr. Tout à fait. Et une dernière question pour savoir si vous étiez satisfait du webinaire. Voilà, pour une réponse rapide. Et puis voilà, encore une fois, si vous avez des propositions ou des besoins d'informations particuliers, n'hésitez pas à le mettre sur le fil de discussion. Voilà. Et les participants, en tout cas les 10 participants, 12, 13, sont plutôt contents du webinaire. Voilà. Très bien, et ben, je vous remercie à tous de votre attention. Si des questions vous viennent, en tout cas, n'hésitez pas, on pourra les relayer à la MDPH. Et merci de votre inscription. Et donc, Merci. pour les parents d'origine étrangère, en effet, on va voir comment... Oui, ça se fait. Julie, peut-être mentionner effectivement qu'un mail sera envoyé avec effectivement un replay. Vous aurez un lien Internet avec le replay pour, voilà, accessible aux participants. Et pour les dernières questions du chat, le CRA a une mission d'information, donc n'hésitez pas à nous écrire vos questions. De toute façon, notre travail, c'est de vous mettre en relation avec les personnes qui auront les réponses, si ce n'est pas nous directement. Donc, du coup, faire sortir les invités et puis arrêter l'enregistrement.